Je voudrais vous parler aujourd'hui effectivement de mouvement de foule. C'est un sujet qui peut sembler un peu exotique, au moins en tant qu'objet d'études mathématiques. Il s'agit pourtant d'un travail de mathématiques qui implique un certain nombre de personnes qui sont toutes mathématiciennes ou informaticiennes en l'occurrence, donc des collègues d'Orsay essentiellement. J'insiste sur le fait que la parité est quasiment respectée dans cette étude. C'est pas très clair parce que les prénoms n'ont pas été écrits en entier, mais Aline Lefebvre et Juliette Venel sont deux anciennes doctorantes d'Orsay. L'une est maintenant chargée de recherche CNRS à l'École Polytechnique, et l'autre maître de conférence à Valenciennes. Donc le laboratoire de mathématiques d'Orsay, auquel nous appartenons tous, est un laboratoire plutôt connu pour ses réalisations en mathématiques abstraites, à tel point que j'aurais probablement du mal à vous parler, à dire quoi que ce soit pertinent sur l'activité de la plupart de mes collègues, en fait, qui font souvent des choses très très abstraites, qui est très, très difficile à expliquer. Je voudrais essayer de vous convaincre aujourd'hui, malgré tout, que les mathématiques, et même des mathématiques parfois assez abstraites, peuvent être appliquées à des sujets, des préoccupations extrêmement concrètes. J'ai pris le parti, la liberté de garder quelques équations. J'ai bien conscience qu'il s'agit plus d'un exposé dit grand public, donc je ne m'adresse pas particulièrement à des mathématiciens, même si certains d'entre vous le sont, et j'ai quand même gardé quelques équations pour essayer de vous montrer que les mathématiques permettent d'écrire de façon au moins très concise, d'encoder des problématiques extrêmement complexes a priori, et écrire ces choses-là de façon compacte. Alors par précaution, j'ai indiqué par un petit triangle rouge les transparents qui contiennent des équations. Donc quand vous voyez un petit triangle rouge en bas du transparent, peut vous attendre à des équations à venir. Donc je vous encourage à respirer calmement si vous voyez ce triangle. Et j'espère que les choses se passeront. J'ai limité quand même un petit peu cet aspect mathématique. Alors, je vais commencer non pas par des équations, mais par du texte, si ça veut bien. Ça commence bien. Si ça veut bien. Voilà. Donc c'est le transparent qui contient quasiment autant de texte que la totalité de l'exposé dans son ensemble. J'ai voulu quand même commencer pour montrer qu'il s'agit d'un sujet plutôt de type sciences sociales, commencer par du texte. Donc je vais revenir, il ne s'agit pas de tout lire intégralement. Je voudrais juste dire quelques remarques générales sur la démarche de modélisation quand on s'intéresse à un objet vivant comme l'est la foule, collection d'individus. Et donc je vais décrire ici les principes qui vont présider à la création de modèles mathématiques. Donc il s'agit de prendre en compte la réalité, évidemment de la simplifier comme vous le verrez, et on va s'en tenir essentiellement à trois grands axes qui correspondent essentiellement au plan de mon exposé d'ailleurs. On va considérer qu'une foule, donc c'est une population, une collection d'individus, on va s'en tenir à des modèles ici individuels. Chaque individu sera représenté comme tel, individuellement, essentiellement par un petit disque. Et il va s'agir de déterminer qu'est-ce qui conditionne son mouvement en fonction de la situation. On s'intéressera beaucoup à des situations d'évacuation d'urgence en particulier, mais il y a toutes sortes d'applications potentielles. En premier lieu, on va considérer qu'un individu, c'est quelqu'un qui a un objectif dans la vie, dans l'instant, si vous voulez, qui souhaite faire quelque chose. Donc, dans le cas des évacuations auxquelles on va s'intéresser, l'objectif est clair, c'est de sortir au plus vite de la salle. Donc, il y a une sirène incendie, par exemple, de la fumée, du feu. On va chercher à sortir de la salle au plus vite, là c'est à peu près clair. Ça peut varier, ça peut prendre des formes comme relativement compliquées, parce que le comportement individuel peut être variable d'un individu à l'autre. Dans une telle situation, on peut penser par exemple à des adultes dans une foule anonyme, c'est-à-dire qu'ils connaissent absolument aucune personne, donc ils vont a priori essayer de rejoindre la sortie le plus vite possible, sans se préoccuper particulièrement des autres. Et évidemment, si on a une famille avec des enfants, enfin c'est pas le cas ici, mais l'enfant va évidemment avoir une stratégie qui va être un petit peu différente, qui va être essentiellement de rester collé à ses parents. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on va essayer de mettre en équation d'une certaine manière. Donc en second lieu, il y a évidemment des interactions. L'individu, il cherche à réaliser un certain objectif, mais il est aussi au milieu d'une foule, c'est ça qui va créer la richesse du modèle, et donc il interagit avec les autres individus, et on peut décomposer ces interactions en deux classes générales. La première, c'est des tendances sociales tout d'abord, c'est-à-dire on va interagir de façon consciente en quelque sorte et adapter son comportement à la présence d'autres individus. Là, ça peut prendre différentes formes, je vais préciser évidemment ces choses-là. Celle sur laquelle je vais me concentrer, c'est le fait qu'une tendance sociale qui est très bien étudiée et très bien connue, c'est le fait qu'on n'aime pas trop être trop près de personnes qu'on ne connaît pas. Donc on a tendance à préserver, je reviendrai de façon quantifiée sur cette problématique,
on est un petit peu gêné quand on est collé à des gens, à des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas, donc on a une tendance à l'éloignement qui va conditionner, évidemment, quand on cherche à évacuer une place, une salle, au moins dans une situation où il n'y a pas véritablement d'enjeu en termes de survie, on va avoir tendance à maintenir une distance minimale vis-à-vis d'inconnus en particulier. Donc ces tendances sociales peuvent être très très diverses. Je pense aujourd'hui à des versions relativement caricaturales et simplistes pour présenter des résultats qu'on puisse analyser et comprendre. Il peut y avoir des tendances accommodatrices en quelque sorte, des tendances sociales positives, des tendances sociales éventuellement d'agressivité dans certaines situations que je ne regarderai pas du tout aujourd'hui, ou des tendances sociales, disons, prises en compte du paysage des autres individus d'un point de vue tactique, en essayant par exemple de contourner, de se faufiler au travers d'une foule telle qu'on l'aperçoit. Et il y a un deuxième type, pardon, ça fait mon troisième, un deuxième type d'interaction sur lequel en fait s'est concentrée une bonne part de notre travail, puisque c'est là que sont les problèmes mathématiques les plus profonds et les plus intéressants. Ça peut sembler plus primaire, mais c'est les interactions physiques entre individus. On peut s'imaginer que dans des cas où on cherche véritablement à évacuer une salle, ou on est dans le métro parisien par exemple, j'imagine que ça doit arriver à Marseille aussi de temps en temps, on est amené à être en contact avec les individus. Donc évidemment, deux personnes ne peuvent pas être au même endroit au même moment. On va avoir des contacts, des forces de répulsion entre individus qui vont conduire à des problématiques, en particulier l'apparition de bouchons qui sont évidemment cruciales quand on cherche à évacuer de façon efficace une salle. Alors, oui, je précise, n'hésitez pas à m'interrompre ou si vous avez des questions ou des remarques dans le courant de l'exposé, bien entendu, vous êtes vraiment libre de le faire. Alors, quelques transparents un peu généraux pour situer la nature de la démarche, et puis ensuite je reviendrai sur les modèles de façon un peu plus précise sur les modèles qu'on va injecter, ou plutôt les considérations qu'on va injecter dans nos modèles. En premier lieu, donc, on va essayer de représenter les individus, alors de façon géométrique assez primaire, je vais m'en dire à des 10, donc vous imaginez, comme s'il y avait un film, une caméra qui est au plafond, qui va filmer les gens vont être identifiés à des 10 qui peuvent être de tailles différentes. On pourrait imaginer une représentation géométrique un peu plus fine avec des ellipses qui sont des sortes d'ovales. Donc je m'en tiendrai ici à cette forme un peu simplifiée qui permet de retrouver l'essentiel des propriétés qui nous intéressent. Donc modéliser, ça va être essayer de prédire l'avenir, de construire des logiciels qui vont fonctionner selon certains principes qu'on va injecter dans l'écriture et qui vont nous permettre de prédire, de faire évoluer. Très concrètement, ça va nous permettre de réaliser des animations, des sortes de petits films virtuels, je vais vous en montrer assez vite comme certains, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer en fonction des principes de comportement individuel qu'on va injecter. Donc essentiellement, la problématique est la suivante. On va représenter la foule comme un certain nombre de 10, ici un certain nombre de personnes, une quinzaine de personnes, et modéliser, c'est essayer de prévoir comment ces gens-là vont avancer à un instant donné. Et si on est capable de faire ça pour chaque instant, on est capable de faire évoluer les petits disques. Ça va être de déterminer un champ de vitesse que j'ai représenté ici avec des petites flèches, qu'on peut voir comme une vitesse instantanée, ou aussi comme un petit déplacement qui va s'opérer pendant un petit intervalle de temps. Et on va faire ça toutes les secondes, par exemple. On va avoir une suite d'images qui, mises bout à bout, vont nous donner une animation qui représente d'une façon un peu schématisée ou stylisée la manière dont la foule, le virtuel, est en train d'évoluer. Donc là, si j'ai été capable de déterminer mes vitesses, je peux faire évoluer mes 10, je les fais bouger, et je vais avoir une nouvelle image, et puis donc je vais continuer de cette manière-là, et je vais modéliser et simuler, en utilisant l'ordinateur, l'évacuation d'une salle. Petit triangle rouge, il doit y avoir une petite équation. Une fois, il y aura 2 triangles rouges. Là, il faudra faire un petit peu attention. Là, pour l'instant, c'est quand même relativement raisonnable. Je voudrais, pour situer un tout petit peu le contexte, là, c'est d'ailleurs des équations que j'ai prises tirées dans un papier originel qui traite de ces mouvements. En fait, cette activité est rentrée dans les sciences dures dans les années 90, il y a disons, une vingtaine d'années, avec quelqu'un qui s'appelle Dirk Kelvin, qui est maintenant en Suisse, qui est un Allemand qui travaille à l'ETH, je crois, à Zurich, qui était un physicien au départ, qui travaillait en physique statistique, s'intéressait à des systèmes de particules, et donc qui a cherché à voir les foules comme des systèmes de particules en interaction, en appliquant les lois de la physique usuelle pour essayer de modéliser, de décrire le comportement de ces entités en nombre important. Et donc il a introduit une notion qui a eu un certain succès dans la communauté scientifique, au-delà même de la physique, notion de force sociale, et lui au fait il va écrire un modèle pour représenter ces foules vraiment comme un système de particules. Et ce que j'ai représenté ici, ces équations-là, où il ne s'agit pas de détailler le sens de chacun des termes. Je vais regarder ce que ça
pointe ça. À propos, si tu veux ça, il faut que tu fasses ça. Non, c'est bon, c'est juste pour le pointeur lumineux. Est-ce que ça marche? Bon. Il faut l'allumer. Ça va marcher. Je vais essayer quand même de dire un mot sur quelques-uns des termes. Merci beaucoup. Voilà. Donc ce que ça exprime, ça, c'est une loi physique qui date du XVIIe siècle, je pense, la loi de Newton, la loi fondamentale de la dynamique. On parle plutôt de cette expression, en français, qui exprime simplement qu'à dériver en temps de la quantité de mouvement, pour ceux qui ont des souvenirs de physique, de cours de physique, ça c'est des choses qui s'apprennent quand je suis en première ou terminale, je pense que c'est toujours le cas. La dérivée en temps de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces qui agissent sur le système, et toute la modélisation consiste à se donner, à décrire quelles sont ces forces. Donc cette équation un peu barbare qui est représentée ici, on peut interpréter en fait chacun des termes. Donc il y a des acronymes qu'on peut deviner, SOC pour social en fait, et ACT pour attractif. Et cette formule là, un petit peu lourde, encode le fait que d'une part la vitesse d'un individu, disons un individu va souhaiter avoir une certaine vitesse qui correspond à sa vitesse souhaitée, c'est-à-dire la vitesse qu'il prendrait s'il était tout seul. Donc c'est un terme qui va conduire la vitesse effective de l'individu, qui va la rapprocher de cette vitesse souhaitée, et puis on va avoir des termes qui vont aller a priori à l'encontre de ce souhait individuel, qui correspondent à des interactions sociales. Donc ici c'est par exemple des interactions sociales entre l'individu I et l'individu J. Donc ça c'est la somme de toutes les interactions sociales, qui typiquement va encoder la tendance répulsive, le fait qu'on ne souhaite pas s'approcher, on ne souhaite pas rentrer en contact d'individus qu'on ne connaît pas. Et on a des termes de différentes sortes. Ici, c'est des termes attractifs, donc qui vont correspondre typiquement à l'enfant qui souhaite ne pas s'éloigner de ses parents, qui a peut-être une vague idée de ce qu'il souhaite faire, mais qui par ailleurs, il accorde une grande importance au fait de se rapprocher, de rester proche de ses parents. Ça va agir comme des sortes de forces, qui ne correspondent pas à des choses physiques, mais qui vont conditionner, dans le cadre de ce modèle, le mouvement des individus. Alors pour situer un peu ces choses-là, je voudrais vous présenter quelques exemples d'animation de systèmes. Alors là, il ne s'agit pas de gens, pour l'instant vous allez voir des choses un petit peu bizarres qui n'ont rien à voir avec les mouvements de foule, mais pour vous montrer ce que peut apporter la modélisation mathématique et la simulation numérique pour des systèmes de particules standards. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer comment on peut appliquer ces principes aux foules. Alors d'abord, un premier cas très simple, il s'agit de particules on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un gaz. Regardez, avec un microscope extrêmement puissant, on a des particules ici de deux types qui, si elles sont toutes seules, vont en ligne droite, donc c'est des lois très très simples, et quand elles rentrent en collision, elles partent de façon plus ou moins aléatoire dans des directions différentes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être étudiées si on cherche à étudier de façon très fine le comportement des gaz à petite échelle. On peut rajouter des forces. Alors là, il s'agit de forces physiques. Si on met de la gravité, par exemple, on va avoir le paquet de particules qui va tomber au sol, et ça va on pourrait voir ça comme une version extrêmement simplifiée du fait de la gravité, l'air est plus léger quand on est en altitude. Donc les particules ont tendance à être plus denses quand on est près du sol. Donc vous voyez, la concentration de particules est plus importante en bas que en haut. Alors on a d'autres systèmes. Là c'était le même. D'autres systèmes de particules un peu plus complexes. Alors là on se rapproche un peu du pastis, je n'aurais pas la prétention de dire qu'il s'agit d'augmentation, il s'agit de petites particules, on pourrait les voir comme des petites particules solides dans un fluide en sédimentation. Donc ces particules tombent, elles sont légèrement plus lourdes que le fluide, donc elles tombent. Là, c'est des calculs qui sont beaucoup plus compliqués. Ça, c'est des calculs, ce film-là doit nécessiter une dizaine d'heures de calcul, puisqu'il faut non seulement calculer le mouvement des particules, mais aussi le mouvement du fluide à l'extérieur. Donc les couleurs représentent l'intensité de la vitesse verticale. Il faut calculer en chaque point, non seulement dans les particules à l'extérieur, la vitesse du fluide. Donc ça, c'est des problèmes un peu plus complexes. Alors, il y a un modèle qui se rapproche un peu du modèle des foules. Alors, rassurez-vous, ce que vous allez voir ne correspond pas à un mouvement de foule. Enfin, on pourrait imaginer une nouvelle attraction du parc Astérix qui serait basée sur ce principe, mais elle n'aurait peut-être pas un énorme succès. Donc là, on a 10 000 grains rigides qui vont être secoués par des parois oscillantes. Et là, on a des équations aussi qui sont relativement simples, même si elles ne sont pas si faciles que ça à résoudre numériquement. Où chaque particule, si vous prenez une particule isolée,
Vous pouvez voir qu'elle suit un vol parabolique, comme quand vous lancez une pierre. De ce point de vue-là, il y a juste la gravité qui agit sur les particules. Par contre, on a des lois de contact, ici non élastiques, qui gèrent l'interaction entre ces particules. Donc là, on a typiquement une problématique qu'on va retrouver en mouvement de foule. On a des lois très simples pour gérer le mouvement individuel des particules et leur interaction avec leurs voisins immédiats, et un comportement d'ensemble qui, lui, va être, vous le concevez, relativement complexe. Il n'existe pas, d'ailleurs, à l'heure actuelle, d'équations satisfaisantes qui permettent de décrire ça d'un point de vue macroscopique. On est forcé vraiment de faire des calculs à l'échelle microscopique. Alors aussi un dessin là, que j'ai gardé, on est toujours dans le cadre des écoulements granulaires. Là, on se rapproche un tout petit peu des mouvements de foule, même si la situation physique est un petit peu différente. Il s'agit d'un problème. Là, c'est des calculs faits par Sylvain Faure et Aline Lefebvre, qui travaillent avec des mécaniciens qui réalisent une expérience en mettant des petits grains à plat, donc il s'agit d'un modèle bidimensionnel, et on va tracter une grosse bille au travers de cette suspension extrêmement dense de grains. Et ce que vous voyez, alors, je ne sais pas si vous distinguez bien, dans une sorte d'éclair qui traverse l'ensemble de la géométrie, c'est le réseau de forces, en fait, des interactions entre les grains qui se touchent et qui exercent des forces les uns sur les autres. Donc ça, c'était pour illustrer la complexité qu'on peut avoir quand on considère un système qui a priori est très simple. On a juste des grains avec des lois d'interaction extrêmement simples, et ça va faire apparaître des réseaux de force extrêmement complexes, des effets non locaux qui vont traverser l'ensemble du domaine de calcul. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver tout à l'heure en mouvement de foule. Alors là encore un triangle rouge, il va y avoir quelques équations. Bon, ça c'était les mêmes. Voilà. Alors, je ne vais pas dire grand-chose sur ces modèles physiques. En fait, je vais m'en tenir à une classe de modèles qui est a priori un peu plus simple, même si vous allez voir qu'elle contient quand même une certaine richesse. Ça va être des modèles qui ne sont pas basés directement sur la physique, sur l'expression de la loi fondamentale de la dynamique, mais plutôt des modèles dans une philosophie qui est très utilisée en économie. Par exemple, on va considérer qu'on a des agents, et chaque agent tend à minimiser sa propre insatisfaction, ou au contraire à maximiser, c'est-à-dire augmenter une fonction qui s'appelle fonction d'utilité. Et on va avoir un principe, alors le terme barbare c'est flow gradient, donc j'ai gardé ce terme qui est utilisé dans un contexte scientifique. Vous allez voir, ça correspond à quelque chose de très simple, à une modélisation de la réalité très simple. C'est qu'essentiellement, on va essayer de d'écrire les choses sous la forme d'un problème d'évolution selon la ligne de plus grande pente. Je vais revenir sur ce point. Donc pour ça, je vais définir ce que je vais appeler une fonction d'insatisfaction. Alors là, encore une fois, il y a des symboles peut-être un petit peu compliqués auxquels vous n'êtes pas familier. Ça signifie simplement qu'on va sommer des fonctions sur l'ensemble des individus. On va considérer que la foule comme entité globale, par exemple les 100 ou 120 personnes qui sont dans cette salle, et on va la concevoir comme une entité unique auquel on va associer quelque chose qu'on appelle une fonction d'insatisfaction. C'est-à-dire qui mesure, c'est une fonction numérique à laquelle, à une configuration, ça va associer un certain nombre, qui mesure l'insatisfaction globale, et on va considérer simplement que la foule dans son ensemble, à chaque instant, elle essaye de minimiser au mieux son insatisfaction globale. C'est un principe extrêmement simple, qui va s'écrire sous cette forme-là. Là aussi, les notations ne sont pas très importantes. Mais une fois qu'on a défini, j'insiste sur le fait qu'une fois qu'on a défini cette fonction d'insatisfaction, alors on a un modèle parfaitement clair qui en découle et qui correspond donc à un modèle d'évolution selon la ligne de plus grande temps. Et alors les termes importants ici, c'est ce terme-là qui encode en quelque sorte le caractère individuel des insatisfactions. Par exemple, dans le cadre d'une évaluation, il est clair que l'insatisfaction est proportionnelle ou au moins fonction croissante de la distance à la sortie. On n'est pas content quand on est loin de la sortie et on est infiniment content ou, disons, son insatisfaction a été minimisée quand on est sorti. Donc on est très content quand on est sorti de la salle. Et donc c'est ce que ça veut dire ici. Cette fonction-là, c'est simplement la distance d'un individu à la sortie, qui va chercher à minimiser. Alors ces coefficients, ces termes détaillés, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai. On va essayer de prendre en compte tout à l'heure, à la toute fin de l'exposé, la possibilité que les gens puissent adapter le poids de leur propre insatisfaction. On va essayer d'encoder des mouvements, disons, des modèles ou des comportements coopératifs, en quelque sorte modéliser une sorte d'intelligence de la foule dans son ensemble, à un niveau, vous allez voir, extrêmement primaire, mais qui permet, on le verra, de fluidifier notamment des évaluations. Alors, je parlais d'un mouvement de flow gradient. En fait, on a une analogie très simple avec un problème très concret. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous promener dans la montagne. Ici, vous vous retrouvez ici, il fait nuit, par exemple, et vous savez que vous avez intérêt à redescendre vers la vallée. Qu'est-ce que vous allez faire ?
vous ne voyez rien, vous n'avez pas cette carte en tête, mais vous savez que vous devez descendre, et donc vous allez tâtonner autour de vous, essayer de voir dans quelle direction, c'est quelque chose qui est très facile à faire, dans quelle direction ça descend le plus, et vous allez suivre cette évolution. Donc là, il s'agit d'un modèle simple, vous avez juste 2 degrés de liberté, qui est votre position sur la carte, et vous allez descendre selon ce principe. Et si vous êtes là, bon, vous avez une courbe qui va être orthogonale ou perpendiculaire, je ne sais pas quel est le mot qui semble plus familier, une courbe qui va traverser à angle droit, en gros, toutes ces isovaleurs de l'altitude, et qu'on pourrait dessiner ici, et qui va permettre d'atteindre le Talvel, et puis ensuite d'atteindre le point le plus bas dans la même appris. La foule, donc telle que je l'ai conçue, va se comporter de la même manière, sauf qu'il faut faire un petit effort d'imagination sur lequel je reviendrai, c'est qu'on n'est plus dans un espace de dimension 2, mais dans un espace de très grande dimension qui correspond à 2 fois le nombre d'individus. On va repérer les gens par 2, comme on est sur un plan, par 2 degrés de liberté, qui précise la position. Et donc on va travailler dans un espace de très très grande dimension, et on va considérer que la foule, c'est comme un promeneur perdu dans la montagne, et ce qui joue le rôle de l'altitude, ici, ça va être la fonction d'insatisfaction que j'ai présentée tout à l'heure. Encore une fois, qui contient à la fois des termes qui correspondent à la satisfaction individuelle, c'est-à-dire si je suis loin de la sortie, je ne suis pas content, et par ailleurs des termes d'interaction qui est si je suis proche de quelqu'un que je ne connais pas, je ne suis pas content non plus. Donc on aura, quand on a concentration d'individus, tous les gens qui se dirigent vers la porte, il est clair qu'on va avoir compétition entre ces 2 termes. Donc c'est des choses sur lesquelles je vais revenir. Alors cette fonction d'insatisfaction, ça va être pour l'interaction entre les individus, ça va être typiquement, là aussi un tout petit peu de mathématiques de façon très, très minimale, ça va être une fonction qui va avoir cette tête-là. Ce que ça représente, ça, c'est que quand on a 2 individus, on va considérer qu'il y a une distance critique au-dessus de laquelle on n'est pas gêné par la proximité. Et en dessous, en revanche, quand on s'approche de 0, donc on s'approche du contact, on va avoir une insatisfaction psychologique, une sorte d'inconfort psychologique qui va augmenter. Et c'est des choses, je l'évoquais tout au début de la présentation, qui sont très documentées. Donc je peux vous encourager la lecture de ce livre qui est déjà très ancien, de Edward Hall, qui est un Américain, un sociologue américain. Alors de façon assez amusante, les travaux en fait fondateurs, les premiers travaux ont été faits par un directeur de zoo, j'ai découvert ça récemment, un Suisse, qui s'intéressait à des problématiques très concrètes quand il installait un lion, un léopard, etc. dans une cage. Quelle était la taille minimale de la cage qu'il fallait pour que l'individu se sente à l'aise, et quelle était la distance de la personne qui le nourrit, par exemple, à quelle distance elle pouvait se rapprocher de l'individu. C'est des choses évidemment que les docteurs doivent bien connaître. Et il a mis en évidence le fait que les animaux ont des notions de la distance, de leur zone d'intimité, en quelque sorte, ou de sécurité, extrêmement précises. Ça peut se jouer quasiment au centimètre, ou si vous êtes à une certaine distance, je ne connais pas les chiffres pour les animaux, une certaine distance d'un lion, peut-être 3,68 m, ça ne va pas poser de problème. Si vous descendez en dessous, bon, s'il veut vous manger, il vous mangera, mais s'il se sent pas, s'il n'a pas spécialement faim, en dessous de cette distance, il va en revanche se sentir agressé, et là, a priori, il va vous sauter dessus. Et ça se joue à quelques centimètres. Ça a été mis en évidence et généralisé pour les humains, en fait, pour les Américains en l'occurrence, par ce sociologue, et qui a fait toute une classification des distances de confort selon le degré entre les personnes. Alors là, j'ai mis quelques remarques qui permettent d'expliquer, de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent conditionner cette zone d'inconfort. En particulier le fait je vais peut-être pour juste prendre 2 exemples, le fait par exemple quand vous êtes dans un ascenseur extrêmement serré ou quand vous êtes dans le métro, de fait vous êtes forcé de descendre à des distances qui sont assez faibles, qui correspondent au mode intime. C'est normalement des distances que vous devriez avoir avec les gens. Donc vous êtes très très proche. En particulier le fait que, alors là je ne l'ai pas écrit, ici, j'ai parlé ici de vision des détails, en dessous d'une certaine distance, si vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous ne pouvez pas le regarder, vous ne pouvez pas regarder les 2 yeux en même temps. C'est quelque chose qui crée un certain inconfort, qu'on supporte dans certaines situations, mais qu'on supporte très très mal vis-à-vis d'un étranger. Les conséquences, quand vous êtes dans cette situation-là, vous évitez absolument de regarder les gens dans les yeux. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, donc dans un ascenseur ou dans le métro. Si jamais vous croisez le regard de quelqu'un, il y a immédiatement, les gens détournent le regard. Si vous détournez pas le regard, vous continuez à regarder la personne, elle va percevoir ça comme une agression très très forte. Vous pouvez voir ça comme un reste de cerveau reptilien, en quelque sorte, qui conçoit ça comme une agression. Aussi, pour les très grandes distances, là il raconte une anecdote qui était antérieure à l'élection de Kennedy à la présidence des États-Unis, où donc, il n'était pas encore président, il était dans un cocktail, une réunion politique,
et le bruit s'est fait qu'il avait des chances de devenir président. Donc virtuellement, il est devenu président vis-à-vis des autres personnes, et paraît-il, de façon quasiment mécanique et spectaculaire, les gens se sont éloignés, comme s'il y avait une explosion autour de lui, et il y avait un cercle autour de lui de l'ordre de 7,50 m, c'est-à-dire qu'il était inconcevable de s'approcher à moins de 7,50 m sans y être invité par lui-même, du fait de l'importance. Donc c'est pour montrer, c'est des choses qui ont été mesurées assez précisément et qu'on peut retrouver expérimentalement. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'expérience plus récente, mais c'est des choses qu'on essaye de refaire en ce moment. Je vais peut-être passer un peu vite, comme je vois que le temps, on va commencer avec un peu de retard, mais... Donc je vais juste vous présenter ici des premiers tests, alors qui sont, vous allez voir, c'est des tests extrêmement grossiers, la qualité graphique n'est d'ailleurs pas très bonne, c'est simplement pour montrer que c'est des calculs qui peuvent être faits avec ces hypothèses très simples, de façon très simple. Il y a même un programme MATLAB, pour ceux qui connaissent, à télécharger, qui permet de faire ces calculs de façon très simple, avec encore une fois ce principe d'évolution selon la ligne de plus grande pente. On va considérer des gens dans une pièce qui cherchent à en sortir au plus vite. Alors quelques exemples. Donc d'abord, un exemple où on ne prend pas en compte du tout l'interaction. Donc on observe, c'est juste chaque individu sort au plus vite de la pièce. Donc on a quelque chose qui n'est pas très réaliste. D'ailleurs les individus se chevauchent, occupent certains individus se retrouvent à la même place au même moment, ce qui n'est pas très réaliste. Si on rajoute la congestion sous la forme d'une force sociale où les gens ont tendance à s'écarter un peu, on a quelque chose d'un peu plus réaliste avec un maintien d'une distance minimale entre les individus. Maintenant, si on monte un peu le nombre d'individus, on a des choses un petit peu plus tendues et des distances qui vont devenir petites. On commence à avoir des chevauchements entre individus. Là, je cherche à vous sensibiliser à la nécessité de développer des modèles un petit peu plus fins. Là, ça commence un petit peu à être n'importe quoi. Je vais vous montrer aussi que la modélisation, c'est pas toujours facile, parce que quand on écrit les premières idées les plus simples, on arrive à des choses qui, en général, ne marchent pas. Et là, si on met plus d'individus, toujours avec ces mêmes principes, là, ça va être un petit peu n'importe quoi. On a modélisé les murs, d'ailleurs, pour simplifier, comme des individus qui ne souhaiteraient pas bouger. Donc, il y a des gens qui se mettent à traverser les murs, qui se chevauchent. On a quelque chose qui n'est pas réaliste, avec des densités qui sont supérieures à celles qui pourraient être réalisées en pratique. Donc, c'est pas sérieux, il va falloir travailler un petit peu. Alors, avant de parler des modèles de congestion, je voudrais vous montrer un exemple d'utilisation un peu plus précis et en situation réelle, en quelque sorte, de ce type de modèle. Donc ça, c'est des choses qu'on développe avec Sylvain Faure en ce moment, la capacité à faire assez rapidement passer d'un plan à une simulation réelle. Donc là, il s'agit du plan d'un salon à Porte de Versailles, où on récupère les plans sous forme AutoCAD, vous avez peut-être entendu parler de ça. On va nettoyer un petit peu les plans, les styliser en quelque sorte, enlever ce qui ne nous intéresse pas, marquer la zone d'intérêt dans laquelle on va chercher à simuler le mouvement d'individus, et on va utiliser des données. Alors ce que ça représente ici, ce graphique, il ne s'agit pas de prendre chaque détail, mais c'est que qu'est-ce qu'on va utiliser, comment on va alimenter les modèles. Ici on va installer un certain nombre de capteurs, le premier jour de l'exposition par exemple, qui vont compter les gens qui passent dans un sens et dans l'autre, et c'est des choses qu'on va mettre en entrée dans nos modèles. Donc ça représente en bleu les gens qui sont rentrés le matin entre 8h et 10h avec un flux maximal, et en rouge, alors on ne sait pas qui, il n'y a pas un suivi individuel des personnes, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent au début, et puis il y a beaucoup de gens qui sortent en fin de journée avec un mélange un peu plus subtil en milieu de journée. Voilà, je vais donner juste peut-être un exemple de la manière dont on va gérer la coexistence de deux populations. Là, vous voyez une certaine analogie entre ce que j'ai représenté ici et le plan, la carte d'état-major de tout à l'heure. Ce qu'on a représenté ici, donc ce n'est pas des lignes de niveau d'une altitude, bien entendu, mais c'est des lignes de niveau d'une insatisfaction pour les gens qui souhaitent aller ici. L'idée, c'est que vous voyez ici, vous allez avoir une certaine valeur plus grande, et le fait qu'il y ait des lignes serrées près des bords, c'est simplement pour prendre en compte le fait que les gens ne vont pas avoir envie de se rapprocher trop près des murs, ils risqueraient sinon de se faire mal, de se cogner au coin, etc. Et donc ça peut être vu comme une carte d'état-major virtuelle avec une quantité qui n'est pas l'altitude, mais qui est l'insatisfaction ressentie par les individus, et on va avoir un principe d'évolution, comme tout à l'heure, comme pour le promeneur. Chaque personne individuellement, si elle est toute seule, va avoir tendance à descendre selon la ligne d'insatisfaction. La ligne de plus grande pente correspondant à son insatisfaction. Et on peut faire le même dessin pour ceux qui souhaitent aller à droite, avec, évidemment c'est à peu près la même chose ici, mais c'est différent. Et puis à partir de ça, donc on peut lancer un calcul
qui ici n'est pas spécialement réaliste, c'est juste pour vous illustrer, je montrerai des choses un petit peu plus compliquées tout à l'heure. On en voit, alors là les populations ne sont pas disparates, vous allez voir qu'il y a des gens qui souhaitent aller à gauche, des gens qui souhaitent aller à droite, ça se voit très bien, ils ont des vitesses légèrement différentes, on a pris des individus pour créer un tout petit peu de variété, et les gens vont être séparés. Alors là, les interactions ne jouent pas de façon très très significative, on va voir qu'elles peuvent jouer dans d'autres domaines de façon beaucoup plus significative. Là, il n'y a pas de problème de congestion, il n'y a pas énormément de gens. Les arrivées de salons se passent bien en général, puisque le flux est réparti de façon assez lisse. Alors ça commence à devenir un petit peu plus sportif, si on s'intéresse à la sortie du salon. Je ne sais pas si vous connaissez la topographie des lieux. On regardait tout à l'heure dans cette direction-là, et ce qu'on voyait, c'était des gens qui arrivaient comme ça, et qui se distribuaient suivant les deux sorties. Les deux entrées du salon. Maintenant, on s'intéresse à la sortie. Là, c'est plus de type évacuation d'urgence. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé, heureusement, lors du salon qui se tenait au printemps dernier à Paris. C'est le cas où tout le monde aurait voulu sortir en même temps. Donc là, on a des interactions sociales. Vous voyez, c'est un tout petit peu tendu quand même. Il y a un petit peu de grabuge. Et donc, manifestement, il va y avoir des contacts entre individus qu'il va falloir modéliser en tant que tel. C'est la seconde partie de mon exposé dont je voudrais parler maintenant. Alors, bon, c'est ce que je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises, dans certaines situations critiques, donc Gérard évoquait tout à l'heure le problème d'évacuation en cas d'incendie par exemple, on peut s'attendre à avoir une relative diminution, sans être trop pessimiste, une relative diminution des tendances sociales positives, au sens où on peut s'attendre à ce qu'une partie des individus ait privilégié en quelque sorte la diminution de leur propre insatisfaction, avec encore une fois des tendances sociales de politesse, de conciliation qui vont être amoindries si le danger est réel. Et donc là, je vais pousser cette logique à la limite en considérant un modèle qu'on appelle parfois purement rectilien. Donc il ne faut pas le surinterpréter, ce que je vais présenter maintenant. C'est une version un peu caricaturale, mais c'est ce qu'on fait tout le temps en mathématiques. On s'intéresse à des objets relativement purs, on va jusqu'au bout d'une certaine logique et on essaie de voir à quoi ça conduit. Donc je ne prétends pas que ce que je vais vous montrer correspond à la réalité. Ce que j'espère, c'est que ça encode, ça contient une certaine partie de la difficulté des phénomènes sous-jacents. Donc on va pousser ce raisonnement à la limite en considérant, encore une fois, que les individus, ils ne vont pas du tout se préoccuper des autres, a priori, mais évidemment, la réalité va être la plus forte, puisque si on a une évacuation rapide qui conduit à la congestion, de très forte concentration d'individus près des portes, on va avoir des contacts réels entre individus qui vont évidemment modifier la vitesse de chacune des personnes. Bon, je vais peut-être passer sur ce transparent, passer vite sur ce transparent un peu conceptuel. Ça ne fait que reprendre ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, qui devient particulièrement essentiel dans ce contexte, où on va considérer que la foule, qui est a priori une collection d'individus, donc on a 2 degrés de liberté par individu, parce qu'on s'intéresse uniquement à la position des gens, on va la voir comme un point unique dans un espace de très très grande dimension qui contient l'ensemble des degrés de liberté. Donc pour une foule comme ça, mais donc il y a 100 personnes ici, la foule va être représentée par un point unique dans un espace de dimension 200, qu'on ne peut pas représenter graphiquement, mais qui est un objet très très naturel d'un point de vue mathématique. C'est là les mathématiques sont utiles d'une certaine manière. Mathématiquement, un espace de dimension 200, c'est pas de nature différente qu'un espace de dimension 2 ou 3 ou 4. Vous savez que les dimensions 2 et 3 correspondent aux situations physiques pour lesquelles on peut avoir une représentation mentale, mais mathématiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, au moins pour ce qui nous intéresse ici. Donc là, c'était encore la carte de la montagne. Donc je vais repréciser un peu maintenant, dans ce nouveau contexte où on a complètement supprimé les distances sociales, dans quelle situation on est. Donc là, j'ai représenté, il faut encore une fois faire un petit effort d'imagination, le point noir, ici ça représente notre foule dans cet espace de très très grande dimension. Donc là, le dessin, évidemment, pour faire un dessin, il faut le faire en dimension 2. Dans la réalité, on est en dimension beaucoup plus importante. D'une certaine manière, le dessin est tout aussi légitime. Ce que j'ai représenté ici, les lignes, c'est comme les isovaleurs de la fonction altitude dans la carte d'état-major de tout à l'heure. Simplement, ça correspond à l'insatisfaction de la foule. Et l'individu, donc s'il n'y a pas d'interaction, l'individu va suivre la ligne de plus grande pente, donc ici on a des angles droits à chaque fois, et va rejoindre un point de façon à peu près optimale, le point où son insatisfaction est minimale. Quand je dis l'individu, je parle en fait de la foule ici. Maintenant, si on rajoute de la congestion, l'idée c'est que toutes les configurations ne vont pas être possibles. En particulier, 2 individus ne peuvent pas être au même endroit au même moment. Et d'un point de vue conceptuel, ça va être exactement comme si, dans cette situation un peu idéalisée, on rajoutait des obstacles. En fait. Donc, imaginez le marcheur perdu dans la montagne.
qui cherche de nuit à aller dans la vallée, donc il suit sa ligne de plus grande pente, et parfois il rencontre un rocher, donc un rocher très haut, il ne peut pas passer au-dessus du rocher, donc il va longer le rocher en faisant mieux, en quelque sorte, en fonction des informations qu'il a. Donc c'est ce qui va se passer pour la foule, où si on rajoute des obstacles, et ben le point, il va simplement contourner, je vais vous présenter la trajectoire correspondante, il va contourner l'obstacle en essayant d'optimiser au mieux sa propre insatisfaction, mais en prenant en compte cette réalité du fait de la présence d'obstacles. Alors ces obstacles, encore une fois, peuvent être des obstacles extérieurs, comme des objets, des murs, etc., ou des obstacles intérieurs qui correspondent à la congestion, le fait que deux personnes ne peuvent pas être au même endroit au même moment. Et alors, voilà, je vais passer. Là, il y avait le transparent des deux triangles, donc je vais peut-être vous l'économiser. Je vais quand même dire un mot pour préciser que ça, c'est le modèle complet. Donc, ça peut vous sembler un peu lourd avec beaucoup d'équations, mais si vous enlevez des notations qui sont faites assez standards, il vous reste tout peut s'écrire en une ligne. Donc, toutes les animations que je vais vous présenter maintenant, d'un point de vue mathématique, elles s'écrivent en une simple ligne. En fait, l'équation d'évolution, ça va être ça. Et tout est dans la définition de ma fonction d'insatisfaction avec toujours ces bêta i ici. Donc le point important de ce transparent, c'est ça. Et écrire un modèle, dans ce cadre-là, ça va être simplement écrire cette fonction. Il y a très peu de paramètres extérieurs. Ça nous aidera tout à l'heure simplement à jouer sur ces paramètres bêta i qui, encore une fois, correspondent à la capacité d'un individu à prendre sur lui, c'est-à-dire à considérer, ok, vu la situation, c'est idiot de continuer à pousser, donc je vais me calmer un peu et je vais me ralentir. D'un point de vue mathématique, ça va se traduire simplement par une diminution de ce détail. Voilà, je vous donne une première illustration un petit peu académique, où ici j'ai représenté une salle avec 5 obstacles. Ça, c'est l'insatisfaction individuelle, c'est-à-dire c'est la distance à la sortie qui prend en compte les obstacles. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ des vitesses associées. L'idée étant qu'un individu ici, s'il est tout seul, au moment où il entend la sirène d'alarme, il va suivre, à chaque fois se déplacer suivant les flèches. On peut les imaginer comme des flèches au sol, indiquant la sortie, le chemin le plus proche vers la sortie, et il va suivre ce chemin-là. Bien entendu, si il y a beaucoup d'individus, ça ne va pas être aussi simple que ça, et donc ça va prendre cette forme-là, où là on commence à avoir un peu de grabuge, encore une fois dans ce contexte extrêmement simplifié. Donc vous commencez à avoir des comportements un petit peu bizarres. Par exemple, cette personne qui était assez près de la sortie au début, elle va se retrouver coincée, et elle va vraiment avoir du mal à sortir, on a l'impression qu'elle continue à pousser, etc. On a quasiment une impression de réalisme. J'insiste sur le fait que tout, dans ce qui est représenté ici, est écrit en quelques signes mathématiques, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de multiples paramètres, c'est un modèle extrêmement pur en quelque sorte. Alors je ne dis pas qu'il est réaliste, mais on a quand même quelque chose qui commence à ressembler à ce qu'on peut observer dans les évacuations réelles. Alors je vais maintenant finir, donc je ne sais pas si on est trop... Ouais, je suis je voudrais vous parler maintenant, et ça sera la dernière partie de mon exposé, de problèmes qui sont évidemment extrêmement sensibles quand on s'intéresse à la sécurité. C'est la possibilité qu'il puisse y avoir des bouchons qui apparaissent spontanément au voisinage des sorties. Alors je vais vous en donner un exemple en termes de calcul. On a beaucoup de mal à récupérer de vraies images en fait, pour ces choses-là qui sont couvertes par les lois informatiques et libertés qui sont tout à fait respectables, bien entendu. Mais de fait, on a beaucoup de mal à avoir des accès à des données réelles. Donc je vais m'en tenir ici à des calculs. Alors j'ai pris le parti de choisir un centre parisien, je vous dis bien. Donc c'est un comportement extrêmement primaire, typiquement parisien, c'est des choses qui ne pourraient pas arriver à Marseille. Voilà, donc la situation, c'est celle d'un musée ou d'un hall d'exposition avec une évacuation selon les principes de tout à l'heure, avec des portes qu'on s'est amusé vicieusement à prendre relativement étroites. Et alors qu'est-ce qui se passe? On a toutes sortes de bouchons qui apparaissent. Donc évidemment c'est caricatural. Dans la réalité, les gens continuent à bouger, il se passerait des choses. Mais dans le cadre de ce modèle, on a juste des gens qui sont coincés simplement. Alors c'est pas si absurde que ça, c'est des choses qui ont été observées en pratique, ça arrive parfois, et on va rentrer un tout petit peu dans le détail de ces bouchons. Donc là c'est une situation particulièrement catastrophique, mais donc il y avait la même chose dans le cas du Tchèque. Oui, je voudrais juste présenter un exemple un peu plus détaillé, où on s'est concentré sur le voisinage de la porte. Et là, c'est aussi pour évoquer la difficulté sous-jacente et le fait qu'il faille développer des outils mathématiques un petit peu subtils. Donc là, c'est censé être les individus qui sont identifiés à des disques. Ce qu'on voit apparaître, le réseau sous-jacent qui scintille, c'est le réseau des forces de contact. Et donc, quand on a un trait rouge qui apparaît entre des individus, ça veut dire que la force exercée, la force d'interaction est très forte. Donc on peut comme ça représenter
et deviner dans quelle zone on va avoir les gens les plus écrasés, par exemple. Donc on observe un phénomène avec ce modèle très primaire qui s'appelle Stop and Go Waves, qui est très connu en pratique. C'est quand ça devient un petit peu tendu, les sorties, on a une sortie par à-coup, où ça s'arrête quasiment, puis ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Et ça peut même aller, dans certains cas, jusqu'à l'apparition d'un bouchon qui est dans ce film-là. Je vais avancer un tout petit peu le temps, qui doit être autour de la minute. Voilà, à un moment, ce qu'on a, c'est un blocage complet, comme on observait tout à l'heure. Donc on peut se demander, il y a différentes questions naturelles qu'on peut se poser. J'oublie un instant les problèmes de réalisme. Il est clair que de façon si idéalisée, c'est quelque chose qu'on ne va pas observer en pratique, les gens continueront à bouger. En revanche, ce qu'on met en évidence ici, c'est que si les gens continuent à pousser, ça ne fait qu'en quelque sorte stabiliser le bouchon. Et on peut vérifier en particulier, de façon assez précise, que si par exemple l'une des personnes décide d'essayer d'adopter une stratégie un peu plus intelligente, une personne qui est coincée au voisinage de la porte, quelqu'un m'a déjà raconté l'anecdote, il s'est retrouvé coincé à la sortie d'un stade de foot en Amérique du Sud, et il s'est retrouvé, la porte était ouverte devant lui, il était exactement dans cette zone, là. Il faisait partie des gens qui sont au premier rang, et en fait, il était complètement coincé du fait de la force exercée par les voisins. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve dans les modèles, et je voudrais préciser un petit peu dans le cas, ça c'est un bouchon qu'on a retrouvé numériquement, avec très peu de gens. L'idée qu'il faut, et c'est pour ça que ça doit faire appel à des outils mathématiques un petit peu, sophistiqués, donc, qui sont d'ailleurs utilisés dans le cadre des écoulements granulaires, c'est qu'on peut vérifier que s'il n'y avait que les personnes 3, 1 et 4, et pas les autres, il ne pourrait pas y avoir de bouchon. Cette situation, elle est instable. En fait, la personne 1 finirait par passer naturellement, même s'il n'y a aucun comportement intelligent. Ça se casserait, la personne 1 passerait, ensuite les personnes 3 et 4. Celui-ci de savoir qui passerait en premier, mais en gros, ça ne pourrait pas se stabiliser. Et en fait, le fait qu'il y ait des personnes derrière qui continuent à pousser, ça se comprend bien sur ce dessin, c'est que les personnes qui poussent ici stabilisent, créent, comme en architecture, des contreforts, en quelque sorte, qui stabilisent le bouchon, et donc qui le rendent extrêmement solide, ce qui fait que même si la personne 1, par exemple, ou tout simplement la personne ici 2, décide de ne plus pousser, ça ne va pas suffire à casser le bouchon. Alors, on peut faire des choses, des calculs, là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, par exemple sur la probabilité de bouchon en fonction de la taille de la porte. Là, c'est des choses assez intuitives, qui est que, évidemment, plus la porte est grande, moins il y a de bouchons. Et essentiellement, on peut montrer dans le cadre de ces modèles que si la porte devient l'ordre de 2,5 fois plus grande que le diamètre d'un individu, qui correspond à peu près à la taille des portes de sécurité de 90 cm, on va essentiellement plus voir de bouchons dans le cadre de ce modèle-là, alors qu'avec une porte petite, qui laisserait 1 correspondrait à un diamètre d'un individu exactement. Donc la porte, a priori, elle est susceptible de laisser passer un individu. Si les gens sont civilisés, ça va sortir. Mais on a apparition systématique de bouchons dans ces cas. Voilà. Et je vais terminer par quelque chose d'un peu plus positif. Enfin, essayer de vous montrer que ces choses-là peuvent conduire à des interrogations naturelles et éventuellement suggérer des stratégies qui pourraient permettre d'améliorer les évacuations. Donc je ne vais pas parler ici d'amélioration architecturale. C'est des choses qui sont faites aussi, sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, on peut retrouver l'effet assez paradoxal, mais connu depuis très longtemps, qu'en rajoutant un obstacle, on peut améliorer les choses. En rajoutant un obstacle, on amène la force. On force d'une certaine manière les gens à se comporter de façon civilisée en faisant le tour de l'obstacle. L'obstacle est infranchissable lui-même. On force les gens à s'organiser en file d'attente, et en fait ça se passe mieux. Donc ça peut sembler encore une fois paradoxal, mais c'est typique de ce type de situation. C'est lié pour les spécialistes à la non-convexité en fait, de l'espace de configuration admissible, donc propriété mathématique assez fine quand même, qui a pour conséquence qu'en rajoutant des obstacles, on améliore les choses. Là, on va s'intéresser plutôt uniquement au comportement. On peut se demander dans le cadre du bouchon, est-ce qu'on pourrait imaginer des comportements individuels qui pourraient conduire à améliorer les choses? Alors, le problème est assez délicat, et là on a une distinction qui rejoint les problématiques qui étaient abordées dans le débat d'hier soir sur la philosophie des séries télé, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. La version idéalisée consiste à se demander est-ce qu'on peut optimiser la sortie dans le cas du bouchon, que je ne vais pas représenter tout à l'heure. Est-ce qu'il serait possible, si on avait un contrôle absolu de l'ensemble des individus, d'évacuer de façon efficace la salle? Ce problème-là, il est en fait très facile. Il est très facile parce que d'abord vous arrêtez tout le monde, vous arrêtez de pousser,
Et ensuite, vous dites, toi, tu viens, celui qui est le plus près, vous le faites sortir, l'autre, etc. Donc c'est très facile à faire si vous avez un contrôle de l'ensemble des individus. Donc c'était le point de vue kantien qui était évoqué hier, d'un point de vue idéaliste. La personne le superviseur qui doit gérer ça, il peut faire son travail de façon très très simple et de façon rationnelle, mais ce problème-là, d'une certaine manière, n'a pas tellement d'intérêt pratique, puisque on travaille sur des gens qui vont avoir un comportement édicté, qui n'obéissent pas de façon absolue à un superviseur. Donc d'un point de vue plus réaliste, ça me paraît plus intéressant de se demander est-ce qu'on peut édicter des règles de conduite qui sont réalistes, au sens où elles n'exigent pas d'un individu un comportement qu'on sait ne pas pouvoir observer en pratique, et d'autre part, chaque individu n'utilise qu'une information qui correspond à son entourage. Parce que ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'optimisation parfaite, c'est dans le cas où on a un superviseur qui connaît tout et qui contrôle tout. Et ça, dans la pratique, même s'il y a des agents de sécurité, d'abord ils n'ont pas forcément accès à toutes les informations en termes de configuration, et ils ne contrôlent pas les gens, ils ne vont pas forcément leur obéir. Et donc on s'est intéressé à la chose suivante, c'est de se demander, est-ce que simplement, en demandant aux gens de se calmer un petit peu en quelque sorte, enfin aux gens, des gens virtuels en l'occurrence, hein, j'ai parlé des bétaïs tout à l'heure, en disant, on va considérer la stratégie suivante, c'est que chaque individu peut faire varier son bêta, donc c'est un comportement social en quelque sorte et collectif, comportement sage d'une certaine manière, peut faire varier son bétail, c'est-à-dire on va dire aux personnes avant l'évacuation, bon, si vous vous trouvez dans une situation catastrophique, c'est-à-dire en gros vous ne pouvez plus avancer, et vous avez des gens devant vous, arrêtez de pousser. D'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure que les gens derrière stabilisaient le bouchon lui-même, on peut espérer avoir quelque chose de plus fluide, et avec cet algorithme, en gros ce comportement individuel qu'on va encoder dans le programme informatique et décrire mathématiquement de façon très simple, on a la chose suivante, que je vais vous montrer si ça veut bien. Voilà. Donc ça c'était le bouchon de tout à l'heure, le bouchon auquel on était arrivé. Ce qui est représenté en noir, c'est les vitesses souhaitées. Donc là c'est clair, tous les gens ils veulent sortir. Et s'ils continuent à vouloir sortir tous en même temps, ça va rester bloqué à vitam aeternam. Maintenant on va dire aux gens qu'au bout d'un certain temps, s'ils ont poussé pendant 5 ou 6 secondes et que ça ne servait à rien, pour ceux qui ont des gens devant eux, qu'ils arrêtent de pousser. Et donc ça conduit à ce type de choses. Là, pour l'instant, il ne s'est rien passé, il faut attendre les 5-6 secondes. Voilà, là, les gens se calment, et il n'y a que les gens qui n'ont personne devant eux qui vont bouger. Donc, on a un comportement un petit peu bizarre, mais qui est le résultat numérique du principe très simple que je vous indiquais, et qui va conduire à une évacuation du bouchon à peu près optimale, en fait, à une cassure. Donc, ça permet, les outils logiciels permettent justement d'étudier l'influence de ce type de comportement sur la fluidification du bouchon. Voilà, je terminerai juste peut-être par un film qui a été réalisé, une animation par un collègue Sylvain Faure. Là, je pensais que cette conférence serait au Mucem, mais j'ai compris tardivement qu'il n'y avait que lundi que ça se passait au Mucem. Donc j'en ai parlé vendredi dernier à mon collègue, d'ailleurs on va essayer de trouver les plans du Mucem. Donc ça tombe un peu à plat parce qu'on n'est pas dans le Mucem, mais je vais quand même vous le montrer parce que ça correspond à un travail important. Voilà, ça aurait pu ressembler à ça. Avec ici l'évacuation, je suis jamais allé au Mucem, mais là, on est dans le grand amphi dans lequel se tiennent les conférences, et c'était une évacuation ici pas trop problématique parce que les ouvertures sont assez larges. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci.